N'ose même pas nous implorer d'annuler nos projets. Ces billets pour Elton John sont en notre possession depuis plusieurs lunes déjà, vociféra ma génitrice, sa voix résonnant comme un écho à travers ma chambre hospitalière où je demeurais, paralysé, serrant mon portable entre mes phalanges tremblotantes. C'était la veillée de Noël au centre thérapeutique de Las Vegas. Uniquement moi, mes jumeaux âgés de 24 mois, Ethan et Emily, qui s'amusaient, silencieusement, dans un recoin, et une infirmière prénommée Valérie scrutant mes constantes vitales. La souffrance abdominale était intolérable, telle une lame enfoncée puis tournée impitoyablement dans mes entrailles, tandis que ma mère me fixait via l'écran vidéo. Je me nomme Natasha Wilson, j'ai 33 printemps, et aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai perpétuellement figuré au bas de l'échelle des priorités familiales, ma cadette Jessica étant l'enfant prodige, immaculée aux yeux parentaux, incapable d'erreur, alors que moi, on ne daignait même pas me solliciter pour veiller sur leurs uniques petits-enfants pendant mon intervention chirurgicale urgente. Complication survenue après le trépas de mon époux 6 mois auparavant, quand les médecins décelèrent une hémorragie interne nécessitant une opération immédiate, mais tout ce qui préoccupait mes ascendants était leur spectacle musical et leur festivité natalice avec Jessica. Lorsque, ayant épuisé toutes alternatives, je me tournai finalement vers eux pour quérir assistance, la réplique paternelle me blessa davantage que n'importe quel bistouri. « Natacha, tu deviens véritablement un fardeau, nous sommes retraités. Nous méritons de savourer l'existence sans tes perpétuels tracas. » Moi qui les soutenais pécuniairement depuis leur retraite anticipée 3 années auparavant, transférant mensuellement sans exception 2500 $ pour leur hypothèque et dépenses quotidiennes, poursuivant même après la disparition de James par affection et devoir, persuadé que les proches devaient s'épauler mutuellement, quelle candeur. Des larmes silencieuses ruisselaient sur mon drap d'hôpital quand Valérie pressa délicatement mon épaule. « J'ai une camarade, Olivia, nounou professionnelle spécialisée dans les bambins traumatisés. Permets-moi de la contacter. » Sa bienveillance, contrastant vivement avec la situation actuelle. Ils avaient déjà perdu leur père dans un accident automobile, et si l'opération tournait mal, ils risquèrent de perdre également leur mère. Idée terrifiante, mais plus effrayante encore était la perspective de les confier à des personnes les considérant comme une charge. À cet instant, ressentant une déception cuisante et envahissante, je pris ma décision. « Oui, appelle-la s'il te plaît », dis-je à Valérie, commençant ainsi à trancher les liens toxiques avec ceux qui m'avaient élevé, sans jamais véritablement m'affectionner. Je raccrochai et fus submergé par une vague de réminiscences. Durant mon enfance, perpétuellement négligée tandis que Jessica recevait toute l'attention. Lors de mon diplôme universitaire avec mention, mes parents l'avaient à peine remarqué, car Jessica apparaissait dans une publicité télévisée locale. Quand j'épousai James, ils se plaignirent de l'éloignement du lieu nuptial. Même à la naissance des jumeaux, ils ne vinrent qu'une unique fois, prétextant que les petits étaient trop capricieux à leur goût. James constituait mon pilier, connaissant la déception familiale pour n'avoir pas communiqué avec son propre paternel durant maintes années. « Nous bâtirons notre propre foyer, empli d'amour, » affirmait-il. Et nous concrétisâmes cette promesse, notre demeure débordant de chaleur, rire et acceptation. Mais un conducteur ivre me l'arracha, me laissant seul avec les enfants, confronté à la mélancolie et au deuil. Malgré ma douleur, je continuai à épauler mes parents, lorsqu'ils se lamentèrent que l'inflation rendait leur existence plus ardue, augmentant même mes virements mensuels, désirant être supérieur à eux. Prouver qu'une authentique famille ne se détourne pas dans l'adversité. Amère fut la révélation de mon erreur. Mon père dévoila un album, désignant une photographie jaunâtre. « La voici le jour où elle acquit cette habitation », sourit-il, remémorant qu'elle considérait cela comme son instant le plus glorieux, jusqu'à ma venue au monde, ma mère, ajoutant doucement qu'elle avait toujours souhaité que cette maison m'appartienne. La moustiquaire grinça et je sortis sur la véranda avec une autre tasse de café, remarquant une automobile policière garée de l'autre côté de la chaussée. L'agent Martinez s'approchant avec un dossier. « Mademoiselle Harding, nous avons découvert des objets dans le bureau de Salah, subtilisés de votre domicile. » Je saisis les documents, apprenant également qu'elle avait conclu un accord avec les enquêteurs, une confession intégrale. « Merci », murmurai-je en serrant la chemise contenant d'anciennes photos que Salah avait dérobées des années auparavant, prétendant leur perte, l'officier ajoutant que le procureur souhaitait savoir si j'accepterais de témoigner concernant le harcèlement. J'observais la nouvelle vitre dans la fenêtre, me rappelant la brique, les menaces, l'angoisse. « Oui, je témoignerai. » Il acquiesça et s'éloigna. Maman prit délicatement l'une des photographies. « Ton 5e anniversaire », secouant la tête.
Salah jalousait tellement ta célébration qu'elle te projeta le gâteau dessus. Je ricanai. Nous aurions dû percevoir les indices dès cette époque. Nous les avons tous manqués, soupira maman. Mais on ne peut altérer le passé. À cet instant, le pick-up de Jace surgit dans la rue, me surprenant de voir Valentin assis à ses côtés, déchargeant des matériaux de construction. Avant toute protestation, cria Jace. Il s'est proposé spontanément pour aider. Valentin déposa un pot de peinture. Je te suis redevable, nous te sommes tous redevables. Permets-moi de restaurer ce que nous avons failli anéantir. Je l'examinai attentivement puis acquiesçai. Commence par la galerie arrière, elle nécessite de nouvelles rambardes. Jessica nous visita à 2 reprises, apportant des présents. Elle confessa. Les parents présentaient toujours les choses comme si tu t'éloignais volontairement de la famille. Je ne réalisais même pas qu'ils te repoussaient, eux-mêmes. Je commençais à discerner chez ma sœur une facette demeurée dissimulée derrière des années de manipulation parentale. Je n'étais pas encore prête à lui accorder pleine confiance, mais appréciais ses tentatives de rapprochement. Puis survint ce coup à la porte que j'attendais partiellement. J'aperçus par le Judas mes parents, mère serrant nerveusement son sac designer, père se tenant bras croisés avec son expression habituelle d'impatience. Je me figeais, mon cœur s'accélérant, puis entrebâillai la porte juste suffisamment pour dialoguer. « Que désirez-vous » Bon m'étonnant de la fermeté de ma voix. « Natacha, chérie, nous étions tellement inquiets » commença mère, avec une douceur affectée qui m'alarma instantanément. «
Tu ne réponds pas à nos appels, et nous devions vérifier que toi et les jumeaux alliez bien. Nous allons bien, répondis-je d'une voix égale. Si c'est tout. Non, ce n'est pas tout, interrompit Père en poussant davantage la porte. Nous devons aborder cette ridicule question financière. La banque a contacté concernant notre hypothèque et nous avons dû prélever dans nos économies pour la croisière afin de couvrir les paiements. L'audace de leur déclaration était simplement stupéfiante. Pas une interrogation sur ma santé, pas un mot concernant leurs petits-enfants, uniquement des doléances pécuniaires. Je vous ai signifié que je ne vous entretiendrai plus, répondis-je calmement. Je n'ai pas changé d'avis. Mais, chérie, la voix maternelle trembla et s'éleva. Nous sommes accoutumés à cet argent. Nous avons organisé notre existence autour de ton soutien. Je peinais à croire mes oreilles. Je vous envoyais des fonds non par affection mais par obligation. Vous n'avez même pas daigné garder vos petits-enfants quand j'agonisais à l'hôpital. Le visage paternel s'assombrit. C'est injuste. Natacha, nous avions des projets prioritaires sur la sécurité de mes enfants, sur ma vie. La colère montait en moi. Savez-vous ce que le médecin a déclaré? Il existait une probabilité que je ne survive pas à l'opération. Avez-vous seulement demandé comment je me portais? Leur silence constituait une réponse éloquente. Nous n'avons commis qu'une seule erreur, murmura Mère, baissant théâtralement les yeux. Vas-tu vraiment nous châtier si cruellement? Ce n'est pas une punition, maman. Ce sont des conséquences, dis-je, ressentant un étrange calme. J'ai passé mon existence à rechercher votre approbation, espérer votre soutien, et lorsque j'avais le plus besoin d'assistance, vous avez privilégié un concert. Mais nous sommes tes parents, tenta de s'indigner Père, et je suis également parent, rétorquai-je sèchement, et jamais je ne traiterai mes enfants comme vous m'avez traité. À cet instant, Émilie apparut dans le corridor, tenant sa girafe en peluche. Mère changea immédiatement de tactique. « Oh, ma précieuse petite fille !» s'exclama-t-elle en se penchant et tendant les bras. « Grand-mère t'a apporté des cadeaux. » Méconnaissant ces individus, Émilie recula instinctivement et me regarda avec inquiétude. « Je pense qu'il est temps pour vous de partir, » dis-je. Doucement. « Si un jour je suis disposé à converser, je vous contacterai personnellement. » « Mais l'argent, commença Père. « Ce n'est plus votre préoccupation, » interrompis-je en refermant délicatement la porte. « Natacha, ma chérie, sois raisonnable, » résonna la voix maternelle derrière la porte que je n'ai pas rouverte. « Tes parents éprouvent des difficultés sans ton assistance. Ils géraient leurs finances pendant des décennies avant que je commence à les aider, » répondis-je à travers la porte. Ils ont opté pour une retraite anticipée, sachant que leurs économies étaient insuffisantes. La voix maternelle s'immisça dans la conversation. Nous avons pris cette décision parce que tu avais promis de nous aider. Et maintenant nous risquons de perdre notre maison. Leur tentative de manipulation était douloureusement transparente. Auparavant, je vivais dans un brouillard culpabilisant qu'ils avaient habilement créé autour de moi pendant des années. Mais désormais, avec du recul, je percevais clairement que jamais je n'avais promis de les entretenir perpétuellement. Je les assistais temporairement après leur retraite. Mais à leurs yeux, cette aide s'était mystérieusement transformée en acquis. « Maman, papa, je récupère d'une opération grave et m'occupe de 2 jeunes enfants. Cette discussion est close, » affirmai-je fermement avant de m'éloigner de la porte, ignorant leurs coups insistants et supplications. Plus tard ce jour-là, je reçus un courriel collectif de Père, adressé à tous les membres familiaux, détaillant comment je les avais trahis dans un moment difficile après qu'ils aient tout sacrifié pour moi, omettant naturellement de mentionner qu'ils avaient refusé d'aider avec les jumeaux durant mon opération d'urgence, me dépeignant comme une fille ingrate, ayant subitement décidé d'abandonner ses parents sans motif. Mais la réaction familiale fut inattendue. Mon cousin Miles, résidant près de mes parents, répondit au message par un bref texte. « Oncle Robert, n'as-tu pas acquis un nouveau bateau le mois dernier? Et tante Diana, ne te vantais-tu pas de ton nouveau bracelet diamanté lors de Thanksgiving ?» D'autres parents commencèrent également à poser des questions. Nombreux m'écrivirent en privé pour connaître ma version des faits. Tante Sonia m'appela après avoir appris la vérité. « J'ignorais que tu avais subi une opération d'urgence, » avoua-t-elle. Il prétendait que tu dramatisais concernant une procédure routinière et l'utilisais comme prétexte pour les sanctionner financièrement. Pendant ce temps, Jessica se rangea définitivement de mon côté, ayant observé le comportement parental de ses propres yeux. Elle m'aida à rédiger une réponse concise mais précise au courriel familial. J'ai récemment subi une intervention chirurgicale d'urgence. Mes parents ont refusé de garder mes enfants à ce moment car ils possédaient des billets pour un spectacle. Je me concentre actuellement sur ma guérison et mes jumeaux.
et n'ai pas besoin de source de stress supplémentaire. La réaction fut stupéfiante. Une cousine éloignée avec laquelle nous communiquions rarement proposa de venir connaître mes neveux et m'aider à récupérer, plus surprenant encore, Valérie de l'hôpital me connecta avec un groupe de soutien. Pour jeunes veufs, la première réunion se déroula via Zoom afin que je puisse participer depuis mon domicile. Et pour la première fois depuis le décès de James, je me sentis véritablement comprise par des personnes ayant traversé la même épreuve. Pendant ce temps, la situation financière parentale se détériorait rapidement. Ils vivaient effectivement au-dessus de leurs moyens, comptant sur mes virements mensuels pour maintenir leur train de vie luxueux, rempli de voyages et acquisitions. Somptueuse, Jessica, les aidant à organiser leurs finances, découvrit qu'ils avaient contracté une seconde hypothèque sur leur demeure 1 an auparavant pour acheter ce fameux bateau, espérant sincèrement que je continuerais à régler leur crédit principal. « Ils nous ont tous dupés », déclara Jessica. Abasourdie, ils n'ont pas simplement dépensé au-delà de leurs moyens, s'ils vendaient l'embarcation, tout irait bien. Pendant ce temps, ma propre vie commençait à se transformer de façon inattendue. Le groupe de soutien devint ma bouée de sauvetage, me connectant avec des personnes confrontées aux mêmes difficultés. Par son intermédiaire, je rencontrai Diane, agente immobilière dont le mari était décédé d'un cancer 2 ans auparavant, la laissant avec un fils de 3 ans, elle m'aida à envisager des options auxquelles je n'avais jamais songé, comme vendre mon appartement trop exigu, et acquérir un logement dans un quartier offrant des solutions de garde d'enfants plus abordables. Je démarrai également une petite entreprise parallèle, concevant des sites mémoriaux, inspirés par celui que j'avais créé en souvenir de James. Plusieurs membres de mon groupe de soutien me commandèrent de telles pages et de nouveaux clients affluèrent par le bouche à oreille pour la première fois depuis le trépas de mon époux. Je ressentais davantage qu'une simple lutte pour la survie. Le contraste entre mon épanouissement et l'effondrement de l'existence parentale devenait de plus en plus évident lorsqu'un jour ils réapparurent à ma porte sans prévenir, mais cette fois préparés, apportant un tableau imprimé de leur dette. Nous nécessitons 44 000 $ pour rembourser l'hypothèque et éviter de perdre notre maison, déclara père, sa voix conservant des notes d'autorité habituelles, mais désormais mêlée d'anxiété face aux conséquences réelles. Et le bateau ? Demandai-je en les invitant d'un geste à s'asseoir à ma modeste table à manger. Nous subirions une perte à la vente, fronça les sourcils père. Et le multipropriété ? Nous avons tenté de le vendre, mais le marché est actuellement désastreux, ajouta rapidement mère. De plus, ce sont nos plaisirs de retraite. Je me retins à peine de rire devant l'absurdité de la situation. Un luxe que vous ne pouvez vous permettre. Avec ton assistance, nous le pouvons, rétorqua vivement père, sa voix s'affermissant. C'est le minimum que tu puisses faire après tout ce que nous avons fait pour toi. Je le dévisageai et une question jaillit de mes lèvres avant même que j'y réfléchisse. Qu'avez-vous fait ? Exactement pour moi ? Un lourd silence s'abattit sur la pièce. À cet instant, les jumeaux entrèrent en titubant dans le salon. Ethan serrant sa voiture préférée et Émilie fredonnant pour elle-même. Les visages parentaux changèrent immédiatement. « Oh, voici nos précieux petits !» Mère tendait les bras, mais les enfants se dissimulèrent derrière mes jambes. « Ils ne vous connaissent pas, dis-je calmement.
Vous les avez vus 3 fois dans leur existence. C'était votre choix de ne pas participer à leur enfance. C'est injuste, s'emporta. Père, nous sommes des personnes occupées. Trop occupées pour vos propres petits-enfants, serrai-je les lèvres. Trop occupées pour aider votre propre fille après une opération d'urgence, mais pas trop occupées pour me demander de l'argent. Ma mère s'affaissa, son visage se déformant sous l'effet d'émotions authentiques ou d'une nouvelle tentative de manipulation. Je ne pouvais plus faire la différence. Sans ton aide, nous perdrons tout, murmura-t-elle. J'ai perdu mon mari, répondis-je fermement. Mes enfants ont perdu leur père. Nous avons survécu. Vous y parviendrez aussi. 1 mois plus tard, ils furent contraints de vendre leur maison pour éviter la saisie bancaire. Jessica me tenait informé de leur situation, bien que je maintienne mes distances. Ils trouvèrent un modeste appartement, réduisant considérablement leur espace par rapport à leur somptueuse résidence de 370 mètres carrés au bord du lac. Mon père vendit son bateau à contre-cœur, subissant une perte financière. Ils parvinrent également à se débarrasser de leur multipropriété, mais pour une somme dérisoire comparée à leur investissement initial. Ils racontent à tout le monde que tu es responsable de leurs problèmes financiers, dit Jessica lors d'une de nos visites hebdomadaires. C'est ridicule. Ils prétendent que tu les as abandonnés après avoir promis de les soutenir jusqu'à la fin de leurs jours. Je haussai les épaules, surprise par mon calme face à cette situation. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. La vérité parle d'elle-même. Et c'était vrai. La majorité des membres de la famille me soutenaient après avoir appris l'histoire complète. Même ma tante, qui prenait toujours le parti de mon père, m'appela pour exprimer son soutien quand elle découvrit que mes parents avaient refusé de m'aider pendant mon opération. Pendant ce temps, ma vie s'améliorait. Diane, du groupe de soutien, m'aida à trouver et acheter une petite mais confortable maison de 3 chambres dans un quartier familial. Mes mensualités hypothécaires s'avérèrent inférieures à mon ancien loyer. Et les jumeaux eurent, pour la première fois, un jardin où jouer. Mon entreprise de création de sites mémoriaux se développait grâce au bouche à oreille, me permettant de réduire mes projets habituels de design graphique pour me concentrer sur une activité qui avait réellement du sens pour moi. Olivia continuait de m'aider avec les enfants 3 jours par semaine, mais j'avais réorganisé mon emploi du temps pour passer autant de temps que possible avec Ethan et Emily. Plus important encore, j'avais trouvé ma communauté. Après notre déménagement, les voisins apportèrent des plats cuisinés, le groupe de soutien organisait des rencontres pour les enfants, et Jessica n'était plus ma rivale pour l'approbation parentale. Elle était devenue une véritable sœur. Même Valérie, l'infirmière de l'hôpital, passait parfois nous voir avec ses enfants. J'avais perdu mon mari, rompu les liens avec mes parents, mais étrangement, je me sentais moins seul que jamais auparavant. 6 mois plus tard, je reçus,
À leur place, un nouveau calme. La confiance d'une femme qui connaît sa valeur, qui a établi des limites et les maintiendra sans s'excuser. Mes parents ont-ils véritablement changé? Seul le temps le dira. Mais moi, j'ai changé. 2 filles. Désespérément en quête d'approbation, je suis devenue une mère prête à protéger ses enfants et à exprimer clairement ses attentes, sans compromis ni regret.